Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission média, pub et com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos meilleurs acteurs du monde de l'info, de la com, des réseaux sociaux, des médias. Hebdocom saison 2, épisode 7. C'est parti, ça commence. BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Au menu aujourd'hui, la plateforme de vidéo la plus regardée au monde bascule vers l'intelligence artificielle générative. Et pour en parler, sa directrice générale en France, Justine Rist, est mon invitée. Pour notre deuxième partie, on a voulu se demander si la nouvelle formule dominicale de la tribune dimanche, a été bien reçue ou non par l'opinion. Ce sera notre décryptage et on en parlera dans un instant dans notre focus. Et puis pour finir, quid des femmes créatrices d'entreprises et de leur place dans l'économie. Morgane Miel, rédactrice en chef de Madame Figaro, sera là pour nous parler, pour mettre en lumière son initiative, le prix Business with Attitude 2024. Voilà le programme, vous savez tout. Hebdocom, c'est parti. Bonjour Justine Rist. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de YouTube en France. Une année pour YouTube qui s'inscrit dans l'ère de l'intelligence artificielle, comme pour beaucoup. Vous y voyez un énorme potentiel chez YouTube. Mais d'abord, un mot sur l'actualité quand même. Les attaques terroristes en Israël et en Europe depuis cette semaine. Quelle est la place pour YouTube en ce moment, pour la plateforme la plus regardée au monde ? Quid de la modération, quid de la désinformation et des deepfakes qu'il peut y avoir sur ces sujets qui sont tellement sensibles? Bien sûr. Déjà, je pense qu'on est tous complètement sonnés par cette actualité tellement sombre depuis presque 15 jours maintenant. Ce sujet de la protection des utilisateurs et la modération, la gestion des contenus, elle est au cœur de YouTube depuis que la plateforme est créée. Vous l'avez dit, on est la première destination vidéo en France. La responsabilité, c'est notre ossature, c'est notre colonne vertébrale dans le sens où c'est le sujet qui conduit toute notre infrastructure. Et donc pour pouvoir garder cette protection des utilisateurs, y compris dans des séquences très lourdes, comme celle des guerres, par exemple, comme celle que l'on vit aujourd'hui. On utilise justement d'abord l'intelligence artificielle qui répond à des règles d'usage très claires. Nos utilisateurs et tous les acteurs ont des règles d'usage très claires qui sont publiques sur qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire sur YouTube. À partir de là, on automatise la neutralisation de à peu près 90% des contenus qui enfreignent nos règles d'usage. Vos règles d'usage, est-ce que ce sont les règles qui font partie du DSA par exemple? Alors, c'est exactement dans le sillage du DSA, ou même le SIA est dans le sillage de nos règles d'usage, puisqu'elles existent depuis plus d'une décennie. Qu'elles évoluent chaque année. Et donc, à partir de ces règles qui sont publiques, qui sont accessibles par tous, on neutralise automatiquement 90% des contenus qui enfreignent ces principes. Plus des 2/3 sont neutralisés avant qu'elles aient fait 10 vues. Donc vous imaginez à quel point on arrive quand même quasiment à la racine à neutraliser tout ça. Et ensuite, vous avez tous ces métiers de la modération qui permettent de faire, entre guillemets, le dernier kilomètre pour terminer de prendre les bonnes décisions, les décisions qui s'imposent. On a un réseau de signaleurs de confiance, ce sont des organisations, des associations comme par exemple la LICRA, qui ont des processus d'appel accélérés, qui peuvent nous signaler des vidéos et on les traite en priorité. Et puis après, dans le cadre du DSA, on a renforcé notamment nos rapports de transparence qui, chaque trimestre, ça fait déjà 4 ans qu'on le publie, mais donne un niveau de granularité très fin sur les types de contenus qui ont été retirés, dans quel pays, pour quelles raisons. Voilà. Comment l'IA, justement, de façon opérationnelle, vous aide dans ces temps de crise, dans ces moments de crise, et quelles sont ses limites? Alors, je l'évoquais, vous l'avez dit, YouTube première destination en France, YouTube 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Quand vous avez 500 heures de contenu qui sont téléchargés chaque minute sur la plateforme, vous avez besoin d'une technologie à l'échelle qui permet de faire ce monitoring. Donc les règles d'usage, l'application de ces règles grâce à l'intelligence artificielle, et puis ensuite tout ce chemin qu'on vient d'expliquer. On entre dans une nouvelle ère qui n'est pas juste l'IA, qui est l'IA générative. Et cette IA générative, donc je rappelle, c'est à partir d'un ordre humain, ce qu'on appelle un prompt, je vais pouvoir créer un texte
ou une image ou une vidéo. Alors évidemment, ce qui est formidable, c'est que ça ouvre des opportunités extraordinaires pour la création et en particulier pour la création sur YouTube. On va y revenir parce que vous D'accord. avez sorti des nouveaux outils pour Oui, les créateurs, exactement. pour les annonceurs. Ouais. Mais d'abord, voilà, sur l'actualité, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle et en quoi elle vous aide aussi? Ben, déjà, enfin, rien que pour vraiment s'ancrer dans l'actualité, elle nous aide à ce principe de neutraliser les contenus qui n'ont pas lieu d'être. La limite, c'est que ça va être, pour certains contenus, un niveau de complexité qui va nécessiter une intervention humaine. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a les équipes de modération, les signaleurs de confiance. Les utilisateurs peuvent eux-mêmes signaler des contenus lorsqu'ils trouvent que voilà, ils enfreignent les règles d'usage. Ils font l'apologie à la haine, à la violence, à l'antisémitisme, sont interdits sur la plateforme. Donc c'est là où la complémentarité entre l'automatisme de l'IA et les équipes humaines pour faire le travail ultime de complexité est très... Oui, c'est une Très sorte en synergie. de limite à trouver parce qu'il ne faut pas non plus Bien basculer sûr. dans la censure. Bien sûr, et c'est toute la balance en fait très fine entre où s'arrête où la vraiment liberté d'expression et puis la protection de l'utilisateur. Donc on est très vigilant là-dessus. Sur les nouveautés de YouTube, Voilà. vous lancez des nouveaux outils Oui. à destination donc des créateurs de contenu et des annonceurs. On va aborder les deux. Mais dans un premier temps, quels vont être ces fameux outils, sachant que donc, ce sont à destination des créateurs de contenu, tout ça en partenariat avec les intelligences artificielles de votre maison mère Google. Oui. En effet, notre conception de l'innovation, c'est qu'elle doit être audacieuse et responsable. Audacieuse, ça veut dire anticiper, être proactif sur les besoins qu'ont les utilisateurs, les besoins qu'ont les créateurs. C'est dans ce cadre-là qu'en effet, il y a quelques semaines, on a fait une série de premières annonces, premières fonctionnalités qui sont basées sur cette fameuse Gen AI, l'IA générative. Et très concrètement, c'est je vais pouvoir, à partir d'un prompt, donc une instruction que je donne à YouTube, me créer un fond d'écran, par exemple, pour illustrer une de mes vidéos. Je vais pouvoir traduire automatiquement des vidéos dans du multilingue. Je vais pouvoir accéder à une banque d'archives sonores et musicales à partir d'une ambiance que je demande à partir de mon prompt. Musique libre de droit. Donc ça, c'est 3 exemples parmi un peu une première série de ce qu'on a lancé. Et pour les annonceurs, alors, sachant que la majeure partie quand même de l'activité de YouTube reste basée sur la publicité. Oui. Pour les annonceurs, en fait, de la même manière, cette intelligence artificielle, elle permet d'optimiser l'efficacité publicitaire d'une campagne à partir d'une copie publicitaire, la distribuant dans les bons formats, sur les bons canaux. Aujourd'hui, YouTube est accessible depuis le mobile, depuis les télévisions connectées, depuis les ordinateurs, depuis les tablettes. Et donc, l'intelligence artificielle va permettre d'optimiser le ROI d'une campagne grâce à ces arbitrages et en fonction du ciblage de la campagne. Et justement, comment trouver cette juste limite l'IA, dans quelle mesure l'IA respecte la vie privée des utilisateurs, surtout en ce qui concerne cette publicité ciblée? Les règles de toute façon de privacy, de ciblage, etc. sont vraiment exactement les mêmes. De la même, on parlait des informations, où je pourrais aller aussi sur le sujet du droit d'auteur, etc. Les règles, IA ou pas IA, restent les mêmes. Donc on est vraiment dans ce cadre d'usage. Donc l'IA n'a pas le droit de dérober les règles plus que... Nous ne sommes pas dans le Far West parce que voilà. Et encore une fois, l'IA, ça fait longtemps qu'on l'utilise, ça fait plus d'une décennie qu'on l'utilise, au service de la protection des utilisateurs, de l'optimisation de la publicité, et puis ensuite, aujourd'hui, désormais, de la création pour les détenteurs de chaînes. Et justement, concernant la création en intégrant l'IA, comment garantir qu'elle ne favorise pas involontairement certains types de contenus ou certains créateurs de contenus au détriment d'autres? Vraiment, on pense chacune de nos innovations, donc je l'ai dit de manière audacieuse, mais responsable, ça veut dire on la travaille avec l'écosystème créatif. Donc déjà, on est très à l'écoute de ses besoins.
Un bon exemple, c'est on a annoncé au mois d'août un partenariat avec Universal pour créer une logique de think tank, en fait, travailler avec un corpus d'artistes émergents à réfléchir comment peuvent être les nouveaux modèles de partage de la valeur avec l'IA, de sourcing, d'autorisation. Donc on est vraiment dans cette logique de construction très progressive. Tout cela, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle aventure pour tout le monde. C'est pour ça qu'on prend du temps. Et ce temps, pour nous, il est absolument essentiel pour s'assurer de mettre ces technologies au service d'eux et certainement pas à la place d'eux. Oui, vous adaptez en fait. Absolument. De plus en plus de temps est passé sur YouTube via les écrans de télé. Oui. Et on peut penser notamment à la une de Télérama, par exemple, de Squeezie, Oui. qui titrait « L'homme le plus regardé de France, le youtubeur qui squeeze la télé ». Est-ce que, si on se parle un peu cash, votre stratégie, c'est de remplacer la télé? Alors, vous savez, YouTube, d'abord, c'est les utilisateurs qui le font. Vous avez mentionné la télévision. En effet, aujourd'hui, en France, par exemple, la télévision connectée est le deuxième canal de visionnage de YouTube, derrière le mobile. C'est 20 millions d'utilisateurs chaque mois. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe que les contenus qui sont regardés sur la télévision sont en moyenne 2 fois plus longs. Tous les acteurs, l'écosystème créatif, il a bien compris cette opportunité, mais y compris les diffuseurs médias qui vont sur YouTube. Je pourrais citer notre chère maison ici. Absolument. Voilà, qui a sa chaîne YouTube. Exactement, BFM est très présent sur YouTube. Vous allez chercher quoi quand vous avez une présence sur YouTube? Des audiences complémentaires, des audiences plus jeunes, des audiences qui sont sur d'autres territoires que la France. Et donc, c'est une vraie stratégie de complément, d'incrémental par rapport à une proposition et à des destinations que vous avez vous-même en propriété Donc, sur les chaînes du vous groupe. sentez jamais de tension entre les médias traditionnels et votre activité? En fait, les médias traditionnels, vous savez, moi, je viens du média traditionnel, je viens de la télévision. Ils voient vraiment en cette plateforme l'opportunité de cette aussi transformation digitale comme ils le font depuis déjà de très nombreuses années. Il y a plein d'exemples, notamment de personnalités télé. Je pourrais citer Jamy, de C'est pas sorcier. Je pourrais citer plus récemment Faustine Bollard, jeune, belle carrière en télé, mais jeune youtubeuse qui vient de lancer son émission Safe Zone et qui cartonne sur YouTube. Donc c'est une vraie complémentarité des expressions. Aussi, absolument, et puis pour compléter votre propos, on pourrait aussi penser à l'effet inverse. Bien sûr. Qui est, par exemple, l'arrivée de Hugo Décrypte sur France 2. Sur France Télévisions, sur France 2. En fait, ce qui est formidable, c'est que cette création de YouTube, sur YouTube, je pense qu'elle enlève et qu'elle lève beaucoup plus de silos que les créations plus traditionnelles. Ces talents, ils voyagent du web en télé, même au cinéma. Des talents du cinéma qui viennent sur le web. On voit par exemple, je ne sais pas, Squeezie invite des Pierre Ninet, des personnalités de la télé dans ses émissions. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que cette grande création française, elle s'enrichit par cette nouvelle génération. On a parlé de divertissement, mais vous parlez d'Hugo Décrypte, nouvelle génération de l'information, nouvelle génération de l'éducation. On a des chaînes françaises qui traitent de la vulgarisation scientifique, mathématique, économique, qui sont hyper riches, qui sont d'ailleurs plébiscitées, y compris par les bacheliers en période de bac, y compris par le ministère de l'Éducation qui a recommandé 350 chaînes YouTube comme complément pédagogique. Donc c'est un vivier très vertueux. Oui, tout à fait. YouTube rassemble. YouTube rassemble. On pourra terminer l'interview comme ça. Merci beaucoup, Justine Rist, directrice générale France de YouTube, d'avoir été avec nous. Ce week-end, la nouvelle édition dominicale généraliste de La Tribune. La Tribune, dimanche, sortira son 3e numéro. On avait reçu d'ailleurs le directeur général de La Tribune, Jean-Christophe Tortora, dans l'émission, qui était revenu sur les ambitions du journal. Pas de parti pris, sous-entendu pas de politique. Un journal plutôt prévisionniste sur la semaine et un positionnement territorial. On va donc voir aujourd'hui dans notre focus si le pari est réussi avec mes invités du jour. Victor Bourri, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es président de Backbone Consulting, et Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconic. Donc on a voulu se demander, on a demandé à notre communauté comment ils avaient accueilli ce nouvel hebdomadaire. Et les votants de notre sondage ont l'air plutôt mitigés puisque 54% d'entre eux trouvent le lancement réussi. C'est pas dingue, c'est pas énorme. Pourquoi selon vous? Moi, je pense que vos votants ont raison puisqu'ils attendent de voir
c'est très difficile de juger la réussite d'un journal sur ses tout premiers numéros, parce que sur le premier numéro, on bénéficie toujours de la nouveauté, du lancement. Et en réalité, sur le fond, on commence plutôt à juger sur le deuxième numéro, mais après, dans l'installation du paysage médiatique, il faut voir si ils arrivent à s'installer dans la durée face au Journal du Dimanche, face au Parisien Dimanche. Pas oublier qu'il y a l'Équipe aussi qui sort le dimanche, et enfin ce nouveau journal, La Tribune du Dimanche. Il y a un petit engouement sur les hebdos du dimanche depuis récemment cette rentrée, Victor. Oui, il y a un vrai marché. Enfin, c'est-à-dire que d'une part, il y a des énormes tirages. Le dimanche, il y a un lien très affectif, très de proximité avec le journal papier, le journal dominical notamment. On pense à Ouest France qui a un tirage énorme. On pense à l'Équipe évidemment, le Parisien, et après tous les médias régionaux en version dominicale qui sont très très lus aussi. Après, sur les résultats du sondage, j'étais assez surpris puisqu'en analysant un peu plus largement, on voit quand même il y a un engouement notamment sur les réseaux sociaux avec près de 10 000 Beaucoup conversations. sur X. Beaucoup sur X, essentiellement sur Twitter, puisque c'est aussi une cible, c'est un public et une cible. Énormément de messages, près de 10 000 messages depuis l'annonce du lancement, un engouement, beaucoup de messages d'encouragement sur l'apparition d'un nouveau journal papier en France. Des messages aussi qui rappellent à quel point c'est important d'avoir un journal qui soit justement sans parti pris. Beaucoup de messages également, quelques polémiques, mais à la marge, sur le fait qu'il y aurait des kiosques relais qui n'auraient pas vendu la Tribune du Dimanche, sachant que Relais appartient à Lagardère et donc propriétaire du JDD. Mais ça, c'était à la marge. Et enfin, ça n'a pas empêché, parce que les ventes ont été plutôt oui, très bonne. Oui, non, une bonne surprise. C'était des rumeurs et des débats qui ont apparu, mais comme je disais, c'était un peu sur la marge. Et enfin aussi, saluer l'incarnation du média par Bruno Jeudi, qui est salué. On voit que le nombre de messages citant Bruno Jeudi sont presque équivalents à ceux citant à la Tribune du Dimanche. Donc de manière générale, c'est plutôt un succès en termes d'engouement au début. Donc à voir ensuite sur la durée, mais en termes d'impact dans l'opinion au départ, c'est très réussi. Et peut-être une autre réussite à souligner, c'est que ce journal a été créé en 80 jours. Sa création a été décidée le 20 juillet et le premier numéro est sorti le 8 octobre. Donc rien que ça constitue une réussite. Et puis peut-être aussi une deuxième réussite sur le fond, c'est qu'ils ont réussi à avoir Elisabeth Borne, une belle interview d'Elisabeth Borne qui annonce des choses, qui dit vraiment des choses, dès le deuxième numéro. Dès le deuxième numéro. Donc c'est quand même assez fort. Après, il y a quand même deux enjeux majeurs que je vois pour eux. Le premier, c'est la distribution. Quand on sort le dimanche, il faut des réseaux alternatifs. Aujourd'hui, le Parisien, le JDD, ils ont leur réseau de boulangerie, de bar tabac, parce que la plupart des relais, quand même, sont fermés, des kiosques, pardon, sont fermés le dimanche. Donc, il va devoir avoir un effort supplémentaire qui est fait sur vraiment le réseau de distribution, parce que les journaux le dimanche se vendent en 5 heures. Ils se vendent entre 8 heures et 13 heures. À partir de midi, il n'y a plus rien, tout ferme. Voilà, c'est fermé. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Et puis, le deuxième enjeu, c'est tout simplement face au JDD. On a quand même vu que le JDD a bien résisté lui aussi. Il n'est pas mort, malgré la crise à laquelle il a été confronté. Il faut quand même rappeler que quand Geoffroy Lejeune a été nommé à la direction de la rédaction, il y a 90% des journalistes qui sont partis. Et malgré ça, et on va peut-être en parler, mais malgré ça, le JDD persiste. Donc, ça va être aussi un enjeu de voir si la Tribune arrive vraiment à s'installer face à lui. Il persiste, mais on n'est pas encore sûr. C'est trop tôt pour dire, de savoir si ça va tenir quand même sur la durée, notamment face à la Tribune Dimanche. Je voudrais revenir justement sur le lancement de la Tribune Dimanche en parallèle du JDD. Si on parle que de la Tribune Dimanche, de se lancer à ce moment précis, moment de crise médiatique pour le JDD, est-ce que c'est pas un petit coup de com' monté de la part de la Tribune avec Rodolphe Saadé? En fait, pour revenir sur le succès et le contexte de lancement, il y a plusieurs, et là où c'est aussi une réussite, c'est qu'il y a plusieurs, il y a un contexte général, il y a un contexte particulier, il y a des écueils, des risques qu'ils ont su éviter. Après, on va voir si ça tient. Le contexte général, c'est que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu un journal papier qui est sorti en France. Il y a une vraie culture des médias des Français, donc ils étaient sous le feu des projecteurs. Il y a une étude qui montre d'ailleurs que la relation des Français aux médias, qui est une étude Via Voice, je crois, de mars 2013, qui montre que 84% des Français pensent que le journalisme
journaliste utile. C'est toujours très fort, mais ça n'a jamais été aussi bas. Donc il y a aussi un sujet du fond. Ensuite, le contexte particulier, c'est celui évidemment du JDD et le fait que ça a été monté très rapidement, en 80 jours. Donc ils ont aussi évité cet écueil-là. Ensuite, le piège dans lequel ils ne sont pas tombés. Il y a le premier, c'est le timing, c'est 80 jours, mais ils ne sont pas précipités pour autant. Ils ont été très mesurés dans l'approche. Le deuxième piège, c'est qu'ils avaient une marque qui est La Tribune, qui est un média aujourd'hui en ligne, qui est plus papier, et donc qui était moins connu des Français par rapport à toutes les autres marques médias qu'on a pu citer auparavant. Et par rapport à ça, au sujet de l'impression, il y a le réseau de distribution, mais il y a l'impression, c'est que c'est une vraie expertise, la logistique de distribution est une vraie expertise. Et à part à Marseille, où il y a eu un sujet d'impression avec un problème de grammage de papier, ils ont réussi à éviter tout ça. Et enfin, par rapport au JDD, en fait, on les attendait, en termes d'objectifs, à faire un média, un journal de remplacement. Et tout le monde les attendait sur ce positionnement-là. Ils n'ont pas fait. Ils ont créé vraiment un média complémentaire avec du fond, de la forme, des plumes de qualité. On l'a lu, c'est très agréable à lire, c'est aéré. Et donc, ils ont évité justement de tomber dans le piège de faire un JDD bis. Quoi. Ouais, ils ont anticipé, en fait. Ils étaient conscients de Ils savaient ça. Ouais. cette potentialité. Et oui, on savait que Robert Saadé, de toute façon, s'intéressait de près, Rodolphe Saadé s'intéressait de près aux médias. Et au lieu de décider de racheter l'Opinion ou l'Express, il a décidé de créer un nouveau média et donc de faire ce pari. Et ce pari peut-être aussi de dire que le JDD représentera peut-être une frange assez à droite, même très très droit, fortement à droite de l'électorat, quand La Tribune Dimanche pourrait représenter peut-être une autre frange du lectorat qui ne se retrouverait plus dans les valeurs portées par le JDD. Il y a quand même un autre enjeu média pour moi, c'est que La Tribune Dimanche n'appartient pas à un groupe puissant média. L'avantage du JDD, c'est qu'il fait partie donc, du groupe Bolloré, qui est porté à la fois par Europe 1, par le journal du dimanche, et puis bien sûr par CNews. Et donc, tous ces médias se soutiennent les uns les autres pour créer de l'achat de journaux, et donc les auditeurs, lecteurs, etc. tournent entre eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour La Tribune Dimanche, et c'est vrai qu'on est toujours plus puissant quand on fait partie d'un groupe consolidé, et c'est peut-être aussi un des prochains enjeux de... C'est exactement ce que m'avait dit le président Jean-Christophe Tortora. Pour terminer, si on devait juste reprocher quelque chose à ce lancement, parce que sur un sujet de communication, sur le lancement, là où ça a été très malin, parce qu'évidemment, par rapport à ce que dit Marie-Virginie, ils sont plus petits, on va dire. Enfin, il y a un challenge de concurrence par rapport à d'autres médias avec des vraies marques. C'est aussi la manière dont ils ont organisé les cafés de La Tribune du dimanche. Ils ont été à la rencontre, ils ont été à l'écoute. Et dans un contexte où, en fait, on est en plein état généraux de l'information, c'est une approche d'écoute et de prise en compte de quelles sont les attentes des Français en termes Et ça, selon toi, ça a eu un impact, parce que c'est pas très connu du grand public. Non, c'est pas connu, mais c'est un impact en fait dans le fond qui a été proposé. Okay. Et même dans le choix de certains journalistes. On pense à François Simon, qui est très apprécié des Français, notamment sur les réseaux sociaux, avec ses 300 000 followers, qui a été intégré à la rédaction et très salué aussi. Ouais. Donc lancement réussi, globalement. Merci. Globalement, oui. Merci Victor Bourri d'avoir été avec nous. Merci Marie-Virginie. Tout de suite, on termine l'émission par une initiative qu'on a voulu mettre en lumière dans Hebdocom aujourd'hui. Pour la 8e année consécutive, Madame Figaro a lancé son appel à candidature pour son prix Business with Attitude, un prix qui défend les entrepreneurs, les femmes créatrices d'entreprises. Bonjour Morgane Miel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Madame Figaro et en charge de ce prix. Racontez-nous à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette 8e édition. Merci de votre invitation. C'est un prix qui nous tient beaucoup à cœur chez Madame Figaro, parce qu'on l'a lancé il y a 8 ans à l'initiative d'Anne-Florence Schmitt, qui est notre directrice de la rédaction. Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre pour cette 8e édition, parce qu'on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre avec les femmes entrepreneurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on attend beaucoup d'elles, puisque, en fait, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, être entrepreneur, c'est très important, puisque c'est défendre des valeurs, mais c'est aussi défendre des emplois, et c'est aussi défendre ce que sera l'avenir. Et on voit aujourd'hui à quel point c'est important, en fait, d'avoir sa voix pour dire ce qu'on a envie que soit l'avenir. Il y a une phrase de Bergson que j'aime beaucoup qui dit « L'avenir
l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. En fait, c'est un petit peu ce que nous allons découvrir avec cette 8e édition du prix. Chaque année, nous recevons une centaine de dossiers. C'est des dossiers où des femmes défendent une vision de la société, une vision de l'avenir, de l'environnement, de l'éducation, un monde qu'elles ont envie de dessiner pour demain. En fait, c'est elles qui nous inspirent. Donc moi, je me demande à quoi va ressembler cette 8e édition du prix Business with Attitude. Et depuis ces 8 ans où vous recevez des dossiers, où vous recevez des candidats, puis des lauréates, comment évolue la place de la femme dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous constatez des changements, des réels changements, des gros changements ou des trop petits changements? Alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait, elle n'évolue quasiment pas. Il y a à peu près 30% de femmes entrepreneurs en France. C'est pour cette raison qu'on a créé ce prix, pour qu'il y en ait plus. Et en réalité, parmi ces 30%, alors ça augmente un petit peu, mais on reste sur des petites structures, parfois qui contiennent un ou deux salariés, ce qui reviendrait à se mettre à son compte, pour une raison qui est que les femmes ont encore beaucoup de mal à avoir accès au financement. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, le financement des entreprises menées par des femmes, c'est 2% des fonds levés en France, en termes de valeur. Donc, il est c'est rien du vertigineux, tout. Voilà. ce chiffre. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas prises au sérieux? Alors, c'est un chiffre qui s'explique de deux façons. D'abord, très peu de femmes arrivent à lever des fonds et elles en lèvent peu quand elles arrivent à en lever. Et c'est en fait, alors beaucoup de personnes essaient de lutter contre ça, des fonds qui se créent, des fonds spécialisés dans les femmes et puis tout un lobbying. Tout simplement, il a été montré que les investisseurs ont envie assez naturellement, sans même s'en rendre compte, d'investir dans des personnes qui leur ressemblent. Les investisseurs sont encore en majeure partie des hommes. Ils investissent aussi beaucoup dans la tech. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, 13%, encore moins que dans le reste des autres secteurs. Et donc, il faut qu'on ait plus de femmes investisseurs pour qu'elles choisissent aussi de défendre des dossiers aussi portés par les femmes. Et puis que les hommes changent de point de vue. Et c'est ce qu'on espère qu'ils font quand ils regardent notre prix, puisque Madame Figaro reste le féminin le plus lu par les hommes. Donc on est aussi très heureuse de pouvoir faire changer leur point de vue. Et vous avez noté un changement oui. du côté des hommes en revanche? Oui, absolument. On a énormément d'hommes qui nous soutiennent. On a 13 partenaires aujourd'hui, parmi lesquels hommes, femmes mélangés. On a le Figaro Entrepreneur et le Figaro Économie qui sont les bastions un peu du lectorat masculin. Aujourd'hui, vraiment médiatisent nos gagnantes, nos finalistes, vont les interviewer après pour plusieurs enquêtes qu'ils mènent, etc. Donc voilà, je pense que tout le monde est en train de se rendre compte qu'il se passait quelque chose depuis longtemps et que c'est bien de le montrer. Le prix défend l'énergie des femmes à entreprendre, l'énergie des femmes créatrices d'entreprises. J'ai remarqué que ce terme ressort beaucoup chez vous. Pourquoi créatrice ? Et pourquoi pas entrepreneuse? Donc on en parlait tout à l'heure. Le mot entrepreneuse existe, il est dans le Larousse. Pourquoi entrepreneur et pas entrepreneuse? Et pourquoi créatrice d'entreprise? Alors déjà, il fallait choisir entre un des deux. On a choisi entrepreneur parce que c'est ce qui nous paraissait finalement le plus neutre et faire le moins de différence entre les hommes et les femmes. Dans entrepreneuse, il y a parfois encore chez certaines personnes une nuance qu'ils entendent et que vous n'entendez peut-être pas, mais qui serait d'être entreprenante. Et toujours un petit peu cette... Dans la séduction. Oui, en tout cas, d'aller, vous savez, les clichés qui sont liés aux femmes et l'argent. On va chercher de l'argent, donc voilà, on se vend. Voilà. Il y a toujours un petit peu ce côté-là, donc là on chipote un petit peu, mais s'il fallait choisir entre deux termes, on a choisi celui qui, disons, évoquait le moins de clichés négatifs pour les femmes. On arrive presque au terme des appels à candidature. Ça donne quoi pour l'instant? Alors pour l'instant, ça marche très très bien. On a déjà presque une centaine de dossiers qui sont arrivés et généralement ça augmente complètement, ça double vers la fin. Je rappelle que l'appel à candidature se ferme le 27 octobre. Donc je dis juste aux femmes qui nous écoutent de postuler parce que, alors ça en revanche c'est un moment où les femmes sont entrepreneurs mais pas toujours entreprenantes pour elles-mêmes. Très souvent, la différence des hommes entrepreneurs, les femmes ne s'inscrivent pas au concours, même aux concours qui peuvent leur apporter de l'argent, etc. Parce qu'elles travaillent. En fait, elles travaillent vraiment sur leur boîte. Elles s'occupent de leur famille. Là, c'est la rentrée scolaire. Bon, ça vient de ça se tasse un peu. En fait, elles s'occupent de tout le monde avant de s'occuper d'elle. Ouais. Ce dossier, il met peut-être 10 minutes à être rempli si vous êtes habitué à remplir aussi des dossiers pour l'ADEME, pour BPI France, etc. Et c'est 10 minutes qui peuvent vraiment changer des choses parce que notre prix, c'est 10 minutes d'investissement. C'est 10 minutes d'investissement pour plusieurs mois d'accompagnement
par Google for Startups, Station F, un accélérateur aussi qui est avec un programme de masterclass qui leur sont réservés, un programme de coaching oratoire pour leur permettre de pitcher sur scène le 21 Et une mars. médiatisation. Et une médiatisation au sein de tous les titres du groupe, comme je viens de le dire, pas seulement Madame Figaro, mais aussi le Figaro Entreprise et le Figaro Entrepreneur. Figaro Économie, pardon, le Figaro Entrepreneur. Bon, on encourage toutes les entrepreneurs, entrepreneuses Oui. à aller candidater. Merci beaucoup, Voilà, il faut le Morgane faire. Miel, d'avoir Merci été à avec vous de nous nous avoir invités et reçus. aujourd'hui pour Madame Figaro, pour Business with Attitude, lauréate donc à découvrir pendant la cérémonie du 21 mars 2024. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais aussi partout en replay, télé et podcast, évidemment. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, on termine avec notre campagne Chouchou, notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, il s'agit de la nouvelle campagne d'Acadomia qui réconcilie parents et enfants en matière de résultats scolaires, le tout avec une bonne dose d'humour. Campagne signée Rosa Paris avec Division à la production. Très bon week-end sur BFM Business. Écoute, moi je veux bien être gentil, hein. Je veux bien être cool, je veux bien tout laisser passer, mais à un moment donné, on peut pas tout laisser passer. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais écoute, regarde l'état de ta chambre. Mais elle est rangée, ma chambre. Tu rigoles des genoux, j'espère. C'est quoi ça? C'est des chaussettes. Tu vois le problème avec toi, Mathéo? C'est qu'on te donne ça et tu prends ça. C'est le contraire. Je crois pas, non. Non. Qui est-ce qui paye le loyer ici? C'est toi? C'est moi? C'est qui? C'est moi.